Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Et de famille, il en sera totalement question aujourd'hui avec l'interview de Stéphanie et Samy, tous deux déficients visuels et parents de deux enfants de 7 ans et demi et de 3 ans et demi, je précise bien les demi car à cet âge-là, c'est très important. Alors, si un jour vous vous êtes posé la question de savoir si j'étais déficient visuel, est-ce que j'aurais un enfant ? Comment ferais-je pour élever mon enfant ? Et d'ailleurs, comment fait-on les enfants ? Cette dernière question, pour des raisons de timing, sera vite expédiée, mais pour le reste, Stéphanie et Samy vont tout vous expliquer, en compagnie de Thierry, notre intervieweur de choc. Nous les retrouverons dans un second temps, car pour débuter l'émission, nous allons à la rencontre de Jacques Charlin, bénévole et président de l'association Voir Ensemble, qui va nous parler d'une étude que Voir Ensemble, en compagnie d'autres associations, va lancer dès le mois de février. Et juste avant de laisser la parole à Monsieur Charlin, petite précision technique. Au vu du couvre-feu, toutes les interviews ont été réalisées par téléphone. Alors, peut-être est-il nécessaire, une fois n'est pas coutume, d'augmenter quelque peu le volume de votre radio. Voilà, c'est dit. Jacques, c'est à vous. D'abord, Voir Ensemble n'est pas la seule association qui participe à cette étude. C'est un collectif de 8 organismes. Cette association est l'Institut national des jeunes aveugles. Nous lançons cette étude qui s'appelle Homer. Le but initial, c'est de connaître la situation et les attentes des personnes déficientes visuelles. Mais évidemment, l'objectif, c'est de faire mieux connaître les revendications, j'allais dire un petit peu nos sollicitations, nos préoccupations auprès des pouvoirs publics, des élus, afin naturellement que des dispositions soient prises pour améliorer encore la qualité de vie, les conditions des personnes que nous représentons. Ce qui est important, c'est que les personnes déficientes visuelles, qu'elles soient jeunes, adultes, âgées de plus de 60 ans, que toutes ces personnes acceptent de participer à l'enquête, qu'elles soient sur le territoire de la métropole ou dans les dom-toms, car cette étude n'aura de sens que si beaucoup de personnes y participent, puisque naturellement cette enquête va être l'objet d'envoi de questionnaires que nos amis déficients visuels seront invités à remplir, mais les associations aideront les différentes personnes à répondre au questionnaire, qui sera anonyme. Alors il sera disponible en ligne, bien sûr, mais je pense aussi que les différents organismes auront à cœur d'utiliser leur réseau, et en particulier Voir Ensemble utilisera les groupes locaux pour diffuser les questionnaires et probablement aussi, je l'espère, aider les personnes à les remplir au mieux. Voilà, c'est dit. L'étude commence en Auvergne-Rhône-Alpes pour ensuite devenir nationale, sans oublier bien entendu les dom-toms. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou vous rendre directement sur le site de Voir Ensemble. Allez, comme d'habitude, programme chargé et tout doit rentrer en 25 minutes. Donc, voici maintenant l'interview de Stéphanie et Samy. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Samy, j'ai 45 ans, j'habite à Lyon avec toute ma petite famille, mon épouse et nos 2 enfants, et j'ai perdu la vue à l'âge de 11 ans. Moi je suis totalement non-voyant, j'y vois absolument rien. Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie, je suis donc l'épouse de Samy. Voilà, je suis non-voyante de naissance, donc voilà. On a effectivement 2 enfants, une fille d'abord, l'aînée, puis un petit garçon. La fille, elle a 7 ans et demi, pour parler en âge enfant, il compte toujours les demi. Et le petit gars, il a 3 ans et demi passé. La grande s'appelle Sarah. Et notre fils s'appelle Sinbad. J'imagine que quand il y a eu le désir de devenir parent, d'avoir un enfant, comme tous les futurs parents, on se pose 1000 questions. Est-ce que le fait d'être non-voyant, aveugle tous les deux, est-ce que ça vous a fait vraiment hésiter de devenir parent ? Alors, hésiter, je pense pas. Se poser des questions et peut-être un peu plus de questions que d'autres parents, oui, sûrement, quoi. Déjà, les côtés pratiques, enfin, voilà, on n'a pas forcément le même accès à l'information que les autres. Voilà, des questions un peu plus complexes, quoi. Est-ce que les enfants vont pas en souffrir, etc., etc. Donc, je pense qu'on se pose un peu plus de questions que tous les parents, mais voilà, on peut pas dire qu'on est vraiment, nous, hésité, ouais. Et au niveau de vos familles respectives, de vos amis, de vos proches, est-ce que vous en avez parlé avant ou est-ce que vous avez attendu d'être certain que le bébé était là ? Vraiment, comme disait Stéphanie, on n'hésitait pas dans le projet de devenir parent, dans notre envie, dans notre souhait de devenir parent.
Donc, nos familles, déjà, dès qu'on était en couple, puis qu'on s'est mariés, ils avaient dans l'idée qu'on deviendrait parents. Puis nous, on le disait aussi. Hein. Après, tant que c'était pas réel, tant que c'était pas concret, je pense que pour eux, ils étaient pas encore trop soucieux. Ils disaient, on verra bien. Et puis, tu ne sais pas dit qu'ils en est, etc. Et puis, si, on en a eu. On en a eu 2. Et du coup, je pense que dès qu'on a annoncé la grossesse, là, il y a eu plus de questionnements et plus, pas forcément d'inquiétude, mais en tout cas, plus d'interrogations de la part de nos parents, Oui, un petit peu de crainte aussi quand même, je pense. Un petit peu, oui, un petit peu d'inquiétude. Et j'imagine, comme tous les parents, on est forcément inexpérimenté, surtout pour le premier enfant. Comment changer une couche, comment préparer les biberons, comment organiser le quotidien avec un enfant. Donc forcément, toutes ces questions, vous les êtes posées. Comment ça s'est concrétisé? Tout à l'heure, Stéphanie disait, oui, on se demandait comment on fait. Alors, c'est pas comment on fait les bébés, ça, on savait bien, c'est bon. Ouais. C'était plutôt effectivement le comment on fait au quotidien. Voilà, changer une couche, préparer les biberons, habiller un bébé. Voilà, les choses que des parents peut-être qui voient ont pu, même avant d'avoir leur premier enfant, assister visuellement. Quoi. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu, j'avais pas beaucoup de bébés autour de moi, j'avais jamais pratiqué. Je savais pas changer un body, mettre une grenouillère. Si il est malade, comment on fait pour donner les médicaments, etc., etc. Alors après, on a beaucoup cherché des endroits, différents endroits pour répondre à toutes ces questions. Et là, oui, comme dit Samy, on a beaucoup travaillé en s'adressant à plein de personnes différentes, en fait, et dans de structures différentes. Bien avant même la grossesse, on avait déjà commencé à être un petit peu à l'écoute de ce qui se faisait, de ce qui se passait. Voilà, complètement par hasard, une fois sur France 2, il y avait une émission sur les mamans non-voyantes et une structure à Paris qui accueillait les mamans ou les papas non-voyants. Je me suis dit, quand j'aurai un enfant, j'irai là-bas. Donc vous avez fait du coup plusieurs voyages de Lyon à Paris pour bénéficier d'une sensibilisation. Ouais, c'est vraiment, ça s'appelle SAPPH, Service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées, je crois. Et oui, là-bas, c'est des puéricultrices, des sages-femmes, il y a même d'autres professionnels qui sont là et qui donnent vraiment un aspect pratique et bienveillant, voilà, positif. Après, sur Lyon, on a trouvé aussi des choses qui se faisaient. À la FIDEV notamment, il y avait à l'époque, il y avait encore un service d'accompagnement à la parentalité. C'était plus le côté, là, par contre, pratique, ergothérapie, C'était différent. Moi, je regrette pas d'avoir fait les deux. Le fait d'avoir trouvé ce service d'accompagnement à la parentalité, ça a été un plus, mais c'était pas, si vous n'aviez pas trouvé, c'était pas un frein majeur. Non. Comment dire, le désir, on aurait rebondi autrement. Bien sûr. C'est quand même un vrai plus dans le sens où on était prêt psychologiquement, on avait envie, mais que nous-mêmes, on serait forcément beaucoup interrogés, puis on aurait, je pense, aussi pas mal de soucis techniques au quotidien à gérer l'arrivée d'un enfant. Et là, par contre, on a pu, nous, déjà bien nous préparer en tant que parents, mais aussi vis-à-vis des autres. Ça nous a permis aussi de les rassurer, de rassurer nos parents en disant on sait faire. Ça a permis aussi de rassurer les gens professionnels qui nous accompagnaient au début de la maternité, comme pour tous les gens. Il y a la PMI, les sages-femmes, etc. Elles nous ont vus et elles ont vu qu'on savait se débrouiller, donc elles étaient plus tranquilles. Du coup, même autour de nous, ça a permis d'envoyer des ondes positives et qu'on puisse, nous, jouer notre rôle de parents en plein et qu'on nous enlève pas une partie de notre envie d'être parents à fond, quoi. Vous êtes sur l'Imaginoire à l'écoute des familles en compagnie de Stéphanie, Samy, interviewé par Thierry. Retour à l'entretien. Je sais que vous avez aussi des vies à côté, des vies professionnelles très actives, très intenses. Donc en termes d'organisation, vous avez pu quand même, vous êtes arrivé à trouver un bon équilibre?
et pour continuer toujours vos activités multiples? On a fait des choix, mais ça a toujours été des choix, je dirais, voulus, quoi. On n'a jamais fait de choix par défaut. Par exemple, moi, à l'époque, j'avais la possibilité dans mon emploi d'avoir un congé de parentalité. Et j'ai vraiment souhaité le prendre pour pouvoir aussi profiter de l'arrivée de mon enfant, de partager avec mon épouse, de participer au quotidien, et vraiment de savourer au maximum ces premiers mois qui sont souvent très importants, je trouve, dans la relation avec son enfant. Donc on a eu des choix, mais on les a vraiment faits par envie, quoi. On a eu la chance de pas subir des choix un peu compliqués. Voilà, on sait qu'aussi financièrement, on avait des possibilités, des ressources qui nous permettaient de moins travailler ou de stopper l'activité pendant un petit moment. Après Sarah, je me suis arrêtée, on va dire, à peu près à la première année. Puis après, j'ai pu reprendre plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi, beaucoup de chance d'avoir eu une place en crèche. Je pense que malgré tout, le fait qu'on soit tous les deux handicapés nous a un peu, en tout cas pour Sarah, favorisé. Comme c'est notre premier enfant, ils ont dû se dire, oh là là, voilà, on va leur accorder. Donc on l'a eu quand Sarah avait 6 mois et demi. Donc ça peut me permettre aussi de me reprendre au moins 3 jours par semaine une activité un peu plus intense. Voilà, on a eu aussi de la chance. On a réussi à trouver les moyens pour continuer. À quel moment Sarah, par exemple, a pris conscience que sa maman et son papa n'y voyaient pas? Moi, j'ai l'impression que c'est super tôt, aussi bien Sarah que Sinbad, notre petit garçon, les deux, assez rapidement. Moi, j'ai souvenir que je les emmène à la crèche, ils ont peut-être 1 an et demi, et puis ils faisaient des gestes quand il y avait un poteau qui approchait, soit ils s'agrippaient et ils me disaient non, faut tourner par là, ou ils boussaient un peu ma tête ou mon bras pour me dire non, arrête-toi. Et puis à la maison, c'est souvent, même tout petit, qu'ils nous prennent la main pour nous faire toucher des choses. Oui, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils prennent la main et ils vont, donc ils intègrent, même si Simad a eu un peu, c'était un peu différemment, il montrait beaucoup du doigt, donc ça, c'est vrai que ça nous perturbait un peu. Sarah le faisait pas trop. Simad, il disait je veux ça. Donc au bout d'un moment, quand il voyait qu'on comprenait pas, effectivement, il a le réflexe de nous prendre par la main et puis de nous faire toucher ce qu'il voulait. Par contre, on peut pas dire qu'ils aient vraiment conscience de tout ce que ça implique. C'est-à-dire que des fois, il dit mais maman, regarde. Même encore maintenant à 3 ans et demi, c'est de moins en moins, mais ça arrive. Enfin voilà, ils savent qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Très tôt, Sarah, elle a dit papa et maman, ils ont les yeux cassés. Bon voilà, et puis après des fois ils comprennent pas toujours ce que ça implique, voilà. Après c'est un peu normal. Donc Sarah qui doit être en primaire du coup, elle en parle facilement du handicap visuel de ses parents, ou pour elle c'est naturel et En tout cas pour l'instant, après à l'adolescence peut-être que ça sera différent encore, mais en tout cas aujourd'hui on sent que c'est différent. Elle a des parents qui sont différents, mais elle n'a pas de parents qui soient pour elle diminués, quoi. C'est des parents différents qui lui apportent autant que les autres parents apportent à leurs copains, à ses copains et à ses copines, qui sont sévères aussi comme les autres parents, qui sont pénibles comme les autres parents. Donc, mais après voilà, il y a cette différence qui fait que dans la relation avec nous, elle s'adapte, mais elle le vit comme une simple différence pour l'instant. Des fois, ça l'a fait un peu, elle nous dit, mais mes copains me posent tout le temps la question, mais comment ils font tes parents à la maison pour faire à manger, pour faire... Alors, je lui dis, mais tu réponds quoi? Elle dit, j'en sais rien, moi, je sais pas quoi leur répondre. Moi, je lui dis, mais est-ce que tu manges comme il faut? Est-ce que tes amis font... Est-ce que tu vas bien? Elle dit, oui. Je lui dis, voilà, tu peux leur répondre ça à tes copains. Mais c'est vrai que, voilà, elle sait pas trop, pour elle, c'est tellement naturel. Quand vous vous déplacez tous ensemble en famille, donc, je sais pas, pour aller dans un parc ou un jardin d'enfants quand j'étais tout petit, comment ça se passe la surveillance? Parce qu'il y a des stratégies, des astuces? Les astuces, on peut toujours en développer un maximum. Nous, on est parti sur une autre stratégie, qui tout double après. Pour les deux, on a plutôt fonctionné à la confiance. On s'est dit, on pourra jamais tout le temps les tenir par la main.
On pourra jamais tout le temps savoir où ils sont, ce qu'ils font, avec qui, machin. Petit à petit, on a accepté cette idée, entre guillemets, même si on est quand même très prudent, notamment dès qu'il peut y avoir des dangers, sur un trottoir, traverser une route. Et là, comme tous les autres parents, on les met en sécurité, on tient par la main. Mais il y a même des parents qui suggéraient la laisse, il y a des laisses pour enfants. Nous, c'est quelque chose qui nous a toujours un peu rebuté. Et on s'est dit que de toute façon, faut bien qu'à un moment, ils jouent aussi comme les autres, et voilà, qu'ils soient le plus comme les autres possible, quoi, et que nous, on les gêne le moins possible dans leur évolution. Jusqu'à présent, on n'espère que ça durera très longtemps, on n'a jamais eu de gros pépins. Et ils respectent notre confiance, même si parfois ils désobéissent, voilà, comme tous les enfants, mais jamais quand il s'agit d'une question de danger, là on est très très pointu là-dessus et très exigeant. Alors moi, tout petit, quand il était vraiment tout petit, à 1 an et demi, moi j'étais beaucoup moins rassurée que Samy. Faut dire ce qui est, surtout pour Sarah, je la suivais partout. Je voulais la voir à l'oreille tout le temps. Et très tôt, on lui a appris à dire, bah voilà, si tu veux pas que maman elle te suive trop près partout, ok, tu y vas. Par contre, dès que maman elle t'appelle ou papa t'appelle, tu réponds, je suis là. Donc ça a été un apprentissage. Au début, ils veulent pas répondre. Au début, ils sont à côté, mais ils vont pas répondre exprès, peut-être pour tester un peu. Puis après, au bout d'un moment, ils se rendent compte que s'ils répondent pas, ça va pas du tout. Et du coup, ils répondent. Au bout d'un moment, ils préfèrent finalement qu'on les laisse un peu tranquilles. Il faut qu'ils soient ok avec nous, quoi. Alors pour traverser la route et tout, moi je suis très fière d'eux. Ils sont super prudents, quoi. Alors bon, faut jamais dire jamais tout ça. Faut quand même rester dans la vigilance. Mais Sinbad, il traversera pas une route. Même si on le lâche et tout, il va s'arrêter il va s'arrêter avant même voilà. Et il va attendre que je lui dise, voilà, là on peut y aller, on me donne la main et tout. Et est-ce que vous avez eu envie ou été amené à rencontrer d'autres parents déficients visuels qui ont eu des enfants, un peu le même cheminement et parcours que vous? Je dirais qu'au moment de l'arrivée des enfants, on n'avait ni franchement envie, mais on n'était pas contre non plus. C'est-à-dire que c'est pas forcément un besoin pour nous, parce que nous, on se connaissait nous-mêmes très bien, on connaissait nos besoins, nos limites, nos capacités, etc. Donc on n'a pas forcément eu besoin, et peut-être qu'on n'a pas eu non plus trop le temps à l'époque d'aller un peu prendre des infos chez d'autres parents. Alors à Paris, quand on était au SAPPH, on avait un peu comme ça des témoignages par le biais des professionnels sur l'expérimentation et les expériences des autres parents en situation de handicap. Mais directement, on n'a pas forcément eu ni envie ni besoin d'aller prendre des infos chez d'autres parents. Finalement, pendant notre parcours de parents, après la naissance des enfants, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres parents avec du handicap visuel ou un autre handicap qui vivaient un peu les mêmes difficultés que nous, qui trouvaient des astuces, etc. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Puis surtout, c'est créé un peu après la naissance de Sarah, conjugaison de circonstances entre nous, notre hôte de parents qui venait de démarrer, mais aussi d'autres parents qu'on connaissait qui venaient d'avoir un enfant et qui étaient aussi des parents en situation de handicap. C'est monter une association, on va dire, à Lyon, qui essaye un peu de sensibiliser et les jeunes en situation de handicap qui veulent devenir parents, mais aussi les professionnels qui ont du mal à savoir bien accueillir des parents handicapés ou des futurs parents handicapés. Et je dirais que là, on est plus dans cette démarche-là, d'essayer de sensibiliser, d'informer, d'accompagner même des professionnels, des gynécologues, des sages-femmes, des gens de la PMI qui se retrouvent en face de personnes handicapées mais qui ne savent pas forcément bien faire. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on va être en lien avec d'autres parents en situation de handicap. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, l'émission arrive à sa fin. On retrouve pour une dernière question Stéphanie et Samy. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous sentez que quand même les mentalités évoluent? Parce que j'imagine forcément vous avez dû être confronté à des regards peut-être un peu pesants ou des remarques un peu peut-être un peu désagréables. J'imagine parce que moi je précise, je suis très malvoyant.
donc je suis parent aussi. Et j'ai eu mes enfants, j'y voyais en fait. Donc c'est pas tout à fait la même situation. Est-ce que ça évolue J'ai toujours du mal, moi, à me dire oui, non. C'est vrai que parfois on a l'impression quand même, il y a quand même du plus. En tout cas, faut batailler toujours, mais on sent que ça avance. Et c'est parce qu'il y a des structures comme la SAPPH qui font avancer les choses, parce qu'il y a des structures comme l'association qui s'est montée à Lyon qui font avancer les choses. Mais aussi au quotidien, nous, je dirais involontairement, c'est pas, on n'est pas porteur d'un message, on n'est pas des porte-parole, mais je pense que les parents qui nous voient à l'école, avec les parents des copains de Sarah et de Sinbad, ou quand on était à la crèche, ou quand on va au parc, du coup, eux, je pense que quelque part, ça doit un peu aussi les faire réfléchir, les sensibiliser. Et ils sont plus dans la simplicité quand ils sont en lien avec nous. Voilà, c'est plus naturel, plus spontané. Mais je pense qu'il y a quand même encore pas mal de boulot, mais comme pour le handicap en général, parce que sur la question de la parentalité, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à changer. Là, la preuve, c'est que cette année, il y a au 1er janvier, là, donc c'est très récent, il y a une nouvelle allocation qui est apparue pour aider les parents en situation de handicap à mieux jouer leur rôle de parents. Et voilà, ça démontre bien que d'abord, il y a de plus en plus de parents en situation de handicap. Les gens sont de moins en moins freinés psychologiquement. Ils ont de plus en plus envie de devenir parents malgré leur handicap. Et c'est aussi que voilà, il y a des besoins particuliers quand on a un handicap et qu'on devient parent. Donc ça devient de plus en plus reconnu, mais ça date du 1er janvier 2021, donc ça fait 3 semaines quoi. Il y a encore des choses à améliorer, il y a sûrement des choses à améliorer notamment dans l'accueil par les professionnels, mais faut être positif, je pense qu'on avance, oui. C'est vrai, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Sarah et Sinbad sont voyants, qui n'ont pas de problème. Sont voyants. Il y avait cette crainte de transmettre. Il y a toujours la crainte. Ouais. Il existe toujours, je dirais, le risque, tant qu'on n'aura pas fait de test génétique. Après, nous, on n'est pas pressés. Tant qu'il n'y a pas de signe avant-coureur, on est tranquille pour l'instant, tout va bien. Après, ils ont quand même un suivi ophtalmo de notre part, je dirais volontairement, qui est quand même super sérieux, quoi, par rapport à un enfant lambda, entre guillemets. Nous, ils vont chez l'ophtalmo tous les ans, et depuis qu'ils sont petits, ouais. quoi. D'accord. Ophtalmo et orthoptiste, on lâche rien, quoi. C'était pas forcément notre choix, mais c'était à l'hôpital. Enfin, dès que Sarah est née, par exemple, la première chose qu'ils ont fait, avant même de la peser, je crois, c'est qu'ils ont amené une petite lampe pour savoir si ses yeux réagissaient. Et c'était, moi, ça m'avait fait bizarre, parce que je me disais, Oui. Ouais, c'était, voilà. Et donc, c'est vrai qu'après, tout de suite, elle avait eu son premier rendez-vous chez l'ophtalmo, elle avait 3 jours, Sarah, elle était encore à la maternité. Pour Sinbad, ils ont réagi différemment. Mais c'est vrai que pour Sarah, ils nous ont fait descendre, comme il y avait un service ophtalmo encore dans le même hôpital que la maternité, on était allés et elle avait fait son premier fond d'œil à 3 jours, ouais, je m'en rappelle. Et du coup, ils avaient dit, faudra la suivre là à 9 mois, et puis à 3 ans, et puis etc. Et donc c'est vrai que c'est eux qui nous ont un peu mis dans ce système-là, et du coup, oui, qu'on n'aura peut-être pas fait spontanément. Au début, je trouvais que c'était un peu abusé, mais bon, finalement, moi, c'est bien, on sait qu'ils sont surveillés, que pour l'instant, ça va bien de ce côté-là, donc voilà. Et c'est ainsi que se termine cette 26e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Merci à Stéphanie, Samy, Thierry, ainsi qu'à Jacques Charlin, qui vous a informé au début de l'émission du lancement de l'étude destinée à récolter les avis des déficients visuels de France. L'étude est lancée dès février, donc rendez-vous sur leur site officiel, le www.voirensemble.asso.fr, afin d'en savoir plus. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les émissions précédentes en vous rendant sur le www.mixcloud.com/l'imaginoire, LIMAGINOIR. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. Pour notre prochaine émission, nous aimerions récolter la parole d'adolescents ou de jeunes adultes déficients visuels. Alors n'hésitez pas à nous contacter, soit par les liens précédemment cités ou par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme, la Fondation FDJ et l'Archipel des Utopies. À très bientôt pour une nouvelle émission.